Bonjour chers étudiants, j'espère que vous vous portez toujours bien. Et alors, d'après notre précédente séance qui portait sur l'identification des éléments constitutifs du fonds de commerce et que nous avons convergé vers la fin de la dite séance au listing des principales opérations juridiques dont est susceptible le fonds de commerce qui peuvent porter soit sur la propriété du fonds de commerce, soit sur son exploitation, nous allons rebondir sur la vente du fonds de commerce en tant qu'opération portant sur la propriété qui, rappelons-le, est subordonnée à un formalisme imposé par le législateur moyennant l'établissement d'un écrit, et ce, dans un souci de protéger généralement les parties au contrat et particulièrement les intérêts des créanciers du vendeur spécifiquement. Alors, avec notamment l'obligation d'insérer certaines mentions obligatoires et dont l'omission entraîne soit la nullité relative du contrat de vente, soit la réduction du prix d'acquisition. Et comme rappelons-le, le contrat de vente produit des effets aussi bien à l'égard du vendeur qu'à l'égard de l'acheteur, retenez bien que vis-à-vis du vendeur, le contrat de vente suscite deux obligations, à savoir l'obligation de livrer, donc il doit livrer le fonds de commerce, et l'obligation de garantir qui suscite un double sens. Donc cette obligation revêt un double sens. Il s'agit respectivement de l'obligation de garantie d'éviction et la garantie des vices cachés. Alors pour la garantie d'éviction, notez bien que l'acheteur ne doit subir aucun trouble quant à la possession du fonds de commerce. C'est-à-dire, ce trouble, il ne doit pas, bien sûr, être privé de cette possession. C'est ce qui explique cette garantie d'éviction. Et l'acheteur ne doit pas non plus être troublé dans sa jouissance utile et sa possession de la chose, telle que le détournement de clientèle, parce que, comme nous l'avons précédemment évoqué et vu, la clientèle est fidèle au fonds de commerce, est liée par un lien contractuel. Et donc, à cette occasion, l'obligation, on parle d'une obligation aussi bien de garantie d'éviction que de transfert de clientèle qui va de pair avec cette obligation. Et donc le vendeur doit quand même garantir une possession paisible du fonds de commerce, objet du contrat de vente. Alors, quant à la garantie des vices cachés, ce sont les défauts rendus impropres à l'usage auquel il est destiné le bien donné à la vente. C'est en général un vice dissimulé, c'est-à-dire non apparent. Ceci dit, pour les obligations du vendeur, alors passons à présent à définir les obligations qu'incombe à l'acheteur. Donc à l'égard de l'acheteur, notez qu'il s'agit d'une obligation essentielle qui est celle du paiement du prix, ainsi que le droit d'enregistrement qui lui incombe et qui s'ensuit de la vente, bien sûr. Ainsi, et pour immuniser le vendeur payé à terme contre l'insolvabilité éventuelle de l'acheteur, le législateur a institué deux mécanismes à entreprendre, le cas échéant, lesquels sont un privilège
et une action résolutoire. Donc, pour vous éclaircir, qu'est-ce qu'on veut dire par privilège, et donc dès que le vendeur n'est pas payé, ce privilège lui permettra de se faire payer par priorité sur le prix du fonds en cas de revente. Et précisément, ce privilège permet de suivre le fonds en quelque main où il se trouve quand il s'agit éventuellement de cession, c'est-à-dire de vente successive. Et pour se servir de ce privilège, il suffit de l'inscrire dans les 15 jours de la vente sur un registre de commerce tel qu'il ressort de l'article 92 du Code de commerce. Quant à l'action résolutoire, elle permet au vendeur impayé de faire prononcer la résolution de la vente et de reprendre le fonds. Vous allez me dire comment? Alors, moyennant, donc il peut reprendre ce fonds moyennant la restitution des acomptes reçus. Et donc cette action permet par la même occasion de faire annuler rétroactivement la vente du fonds de commerce si le vendeur n'est pas payé à l'une des échéances, bien sûr convenues, d'où l'utilité de l'action résolutoire. Alors, intéressons-nous à présent à l'étude du deuxième cas de figure d'opération portant sur la propriété qui est en l'espèce l'apport du fonds de commerce en société. Alors, cet apport est une opération très courante sur le terrain pratique qui doit nécessairement faire l'objet d'une évaluation. Et notez bien que l'évaluation change et varie selon la forme de la société. Alors, tout en visant, bien sûr, comme objectif, de séparer le patrimoine du commerçant de celui de la société. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'apport en société est assimilé à une vente du moment que la propriété du fonds est transmise par l'apporteur à la société. Et donc, l'acte d'apport et la vente et l'acte de vente se ressemblent du fait qu'il doit contenir, donc cet acte d'apport, il doit contenir les mêmes mentions que l'acte, les mêmes mentions obligatoires que l'acte de vente et doit répondre aux conditions, bien sûr, de publicité exigées par le biais de l'article 83 du Code de commerce. Tel est le cas de la vente. Mais le point de divergence qui le distingue de la vente ou de l'acte de vente, c'est que la contrepartie n'est pas exprimée par un prix, tel est le cas de la vente, mais le cas présent, l'apporteur devient donc un associé et reçoit des parts sociales ou des actions sociales. Alors, une fois que nous avons vu les deux cas de figure, des opérations portant sur la propriété du fonds de commerce, nous allons tout de suite étudier ensemble les opérations portant sur, cette fois-ci, l'exploitation du fonds de commerce. Il s'agit en premier lieu du nantissement du fonds de commerce et en second lieu de la location-gérance du fonds de commerce. Alors, pour définir justement le nantissement à titre général, à titre global, il désigne le nantissement, donc il désigne la mise en gage du fonds de commerce. Il s'agit donc d'un droit réel accessoire à une créance qu'un débiteur consent à son créancier sur son fonds. Il confère à cet effet au créancier le droit de suite et de préférence sur les éléments grevés.
Ainsi, le Code de commerce a institué une sûreté mobilière sans dépossession, notez bien sans dépossession, c'est-à-dire sans prendre, sans perdre, exactement sans perdre la disposition du bien mobilier, objet du nantissement, objet bien sûr du nantissement, c'est-à-dire sans se déposséder du dit bien qui est le fonds de commerce donné en nantissement. Alors, le nantissement, ainsi il y a lieu de préciser que le nantissement porte obligatoirement sur les éléments incorporels du fonds, à savoir la clientèle, l'achalandage, le nom commercial, l'enseigne commerciale et le bail commercial. Il peut porter sur le matériel et les droits de propriété industrielle ou commerciale, mais seulement si une clause du contrat le prévoit expressément, tel qu'il ressort de l'article 107, alinéa 3 du Code de commerce. Par contre, il ne peut jamais porter sur les marchandises parce que, comme préalablement exposé, les marchandises sont destinées à être vendues en raison de leur instabilité. Donc elles sont bien exclues du champ du nantissement parce que, bien sûr, il y a discordance entre le critère caractérisant le nantissement en tant que sûreté réelle qui ne peut point porter sur des choses précaires, instables, voire incertaines. Alors, quant à la forme du nantissement, il importe de préciser que le nantissement est généralement soumis à la nécessité de l'établissement d'un écrit, et cet écrit peut prendre en l'occurrence la forme d'un acte authentique, c'est-à-dire un acte notarié, ou la forme d'un acte sous seing privé. Il doit par la suite être déposé dans les 15 jours qui suivent, donc les 15 jours qui suivent au secrétariat greffe du tribunal, dans le ressort duquel est exploité le fonds, avec inscription de l'extrait de cet acte au registre du commerce. Alors, pour les garanties que présente ce nantissement, il s'agit bien sûr de ce qui suit. Il garantit un paiement par priorité sur le prix de vente de commerce dans la mesure où ce prix correspond aux éléments compris dans le nantissement. Il, bien sûr, il met l'accent sur le créancier privilégié qui est préféré par rapport à ses homologues, les créanciers chirographaires, tout simplement, qui désignent tout simplement des créanciers ordinaires. Alors, il confère également un droit de suite, car il permet aux créanciers nantis de suivre le fonds passé entre les mains de l'acquéreur. Et pour ce qui est de la notion, ou bien pour ce qui est de la location-gérance, dite encore gérance libre du fonds de commerce, qui constitue le deuxième type d'opération portant sur l'exploitation toujours du fonds de commerce, elle résulte bien sûr d'une convention par laquelle un commerçant concède la location de son fonds à un gérant qui l'exploite à ses risques et périls. C'est exactement un contrat par lequel le propriétaire d'un fonds de commerce le donne en location à une autre personne dite locataire ou
appelé locataire gérant ou encore gérant libre, tel qu'il ressort des dispositions de l'article 152 du Code de commerce. Et donc, ce dernier a nécessairement la qualité de commerçant et doit donc être soumis aux obligations qui en découlent. Alors, ainsi, la distinction entre la location-gérance et le bail commercial est à l'ordre du jour, du fait que la location est un contrat, la location-gérance est un contrat de louage dont l'objet est le fonds de commerce. Quant au bail commercial, c'est un contrat de louage dont l'objet est l'immeuble, l'immeuble abritant l'activité, bien sûr, commerciale. Donc, c'est le propriétaire, exactement, c'est le propriétaire du fonds et non le propriétaire des murs, c'est-à-dire propriétaire de l'immeuble, qui donne en location-gérance l'exploitation de son fonds. Ainsi, force est de signaler que le propriétaire du fonds de commerce est tenu de conférer au locataire gérant un droit de jouissance sur le fonds et doit garantir son locataire contre tout trouble éventuel, ce qui implique principalement de ne pas faire concurrence à son gérant. Le gérant doit de son côté avoir la qualité requise pour être commerçant et doit être immatriculé au registre du commerce. Ainsi, et encore une fois, le gérant doit aussi conserver le fonds qui lui a été donné en location. À ce titre, il doit l'exploiter en bon père de famille. Cette expression veut dire, c'est-à-dire conserver le fonds de commerce en l'état de façon à ne subir ni altération ni changement quant à sa destination. Et donc, il doit respecter la destination qui lui a été donnée par le bail, c'est-à-dire qu'il ne peut, en principe, ni changer la nature du commerce exploité, ni adjoindre une activité nouvelle, ni encore moins déplacer le fonds. De même qu'il ne peut le céder ou le sous-louer. Il est d'autre part tenu de payer le loyer convenu par, bien sûr, acte écrit et supporter toutes les charges, bien sûr, convenues. In fine, l'expiration de la location-gérance ne donne pas droit au renouvellement du bail. Elle prend fin à l'arrivée du contrat. Donc, cette arrivée du terme du contrat vaut restitution du fonds de commerce, à moins qu'il y ait un accord formulé entre les parties ou à moins qu'il y ait aussi bien une tacite reconduction dans ce sens. Alors, avec cette arrivée à terme de la location-gérance, notre première partie arrive aussi à sa fin et je suppose que j'ai fait le tour des points saillants à retenir quant au droit commercial. Et si vous voulez revenir sur un point précis du cours, je vous renvoie à consulter l'ouvrage portant sur droit de l'entreprise commerciale du professeur Ounou, qui est disponible à l'imprimerie Sijl Massa, qui m'a servi de référence pour mon cours. J'espère aussi que les points que je vous ai dispensés étaient suffisamment clairs et précis pour ce qui me concerne. Et donc, ce faisant, je cède la parole à ma collègue qui va vous assurer la deuxième partie du présent cours. Et je vous demande de rester attentif malgré le jeûne, car en ma connaissance, jamais le jeûne
n'altère les facultés mentales. Donc restez attentifs, restez à l'écoute. Je vous souhaite beaucoup de courage et ravi de vous avoir en tant qu'étudiant relevant à la fois des groupes A et B. Je vous remercie de votre aimable attention. Sur ce, je vous dis شهية طيبة على مائدة الإفطار وتقبل الله صيامكم وصيامنا أجمعين.